Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Merci de nous rester fidèles pour ce forum d'échange. Ça se discute toujours dans le grand soir. J'ai le plaisir de retrouver ce soir Eloge Francis Attali, expert en gouvernance à la liste politique. Bonsoir. C'est moi qui suis très honoré. Merci de nous revenir. Docteur Paul-Marie Wessou, en pleine forme. Oui, en pleine forme. Il faut dire que Francis me doit à goût, hein, donc il faut. Vous y tenez. Oui. Vous y tenez à ce fameux à goût. Merci nous avons le plaisir de vous retrouver aussi en pleine forme. On sait que vous avez eu quelques pépins de santé, c'est du passé, on l'espère. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'UAC, analyste politique et directeur du Research Arts and Language Institute à l'université Sainte-Félicité de Cotonou, un laboratoire de langue anglaise évidemment. Et l'autre qui complète ce plateau, Julio Tometin, juriste, analyste politique et gérant du cabinet, juriste et associé. Bonsoir. Bonsoir, heureux de me retrouver au milieu de deux références, Paul-Marie Wessou et M. Attali. Vous êtes au centre de... Bon, on ne va pas commenter plus, hein, on les laisse tranquilles là où ils sont. Nous avons parlé d'un sujet quelque peu, on va dire, je dirais pas polémique, mais qui a retenu l'attention ces derniers jours. Il y a pratiquement une dizaine de jours où la directrice départementale de l'enseignement a, disons, instruit les écoles privées et publiques du littoral et de l'Atlantique, si j'ai bonne mémoire, au fin de reprendre les dictées matinales à 7 heures du matin pour le CM1 et le CM2. Quelques jours après, aujourd'hui, on apprend que cette décision a été rapportée sans qu'on ne sache exactement pourquoi. Je vais commencer par vous, Eloge Francis Attali. Est-ce qu'il y a un cafouillage autour de cette décision? On doit rappeler que ce n'est pas une décision du ministre, mais une décision d'une directrice départementale. Il y a eu beaucoup de critiques autour de cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle décision qui est prise, qu'est-ce qui explique selon vous ce cafouillis? Non, je ne parlais pas de cafouillage. Vous savez évidemment que c'est vrai que sur ce plateau, il y a un juriste. Je trouve peut-être que la norme est observée. Vous savez évidemment qu'il y a d'abord l'adhésion à la règle, à la norme, puis il y a l'existence de l'autorité qui fait appliquer la norme, la règle. Ça veut dire que la hiérarchie de la DEDAMP, c'est-à-dire parce que c'est la directrice départementale des enseignements maternels et primaires du littoral qui a pris cette décision. Cette décision, certainement, n'a pas reçu l'avis favorable, l'assentiment au préalable de la hiérarchie avant qu'elle ne soit exécutoire. Bon, curieusement, on a appris qu'on lui a demandé de rapporter cette mesure. Ce qui n'est pas du goût de certains analystes. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que la dictée offre l'opportunité aux enfants, notamment parce que la dictée suppose une administration d'un test à transcrire. Et ça permet d'évaluer des compétences. Compétences orthographiques, grammaticales, lexicales et autres. Vous savez bien que moi, autant que moi, que dans les rapports ou bien dans les thèses ou dans les mémoires, il est souvent régulier de constater qu'il y a des coquilles qui viennent malencontreusement et c'est lié surtout à l'insuffisance, non seulement de la lecture, puisque la lecture, le déficit de lecture conduit parfois à la pauvreté de vocabulaire, mais aussi à l'indigence de la pensée. Mais à travers cet exercice, qui à la fois est heureux, mais injuste, parce qu'arbitraire, vous savez évidemment que pendant que nous on fait la dictée, à l'ère de l'école nouvelle, il y avait des notes éliminatoires. Bon, une faute, ça fait 4 points, un truc comme ça. Mais cette fois-ci, il faut avouer évidemment qu'à un moment donné, avec les NPE, les nouveaux programmes d'études, d'enseignement, on a supprimé la dictée. Cette discipline a disparu. Mais après une évaluation diagnostique, on a compris qu'il y avait un petit problème parce que le niveau a baissé. Autant on estimait que les enfants qui sont issus de la Révolution avaient un niveau approximatif,
Autant on se plaint du niveau des apprenants qui sont de la génération des NPE. Donc ça veut dire que nous sommes dans une tendance baissière et il faut trouver la formule pour relever le niveau. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut former les enfants au rabais. J'estime que la dictée, c'est une discipline qu'on a instituée, mais qui malheureusement fait plus de dégâts que de tort. Mais la rechange, c'est quoi? La pièce de rechange. Il y avait une épreuve à laquelle on soumettait les enfants, les apprenants, c'est-à-dire l'étude de test. Oui. Parce que cette épreuve, je trouve qu'elle est fondamentale. Ça permet d'exploiter un test, ça permet d'identifier le lexique, les mots, de voir la sémantique des mots, de voir la structure des phrases, de procéder à l'analyse de certaines phrases. Donc, les compétences recherchées à travers la dictée, surtout il y a au niveau de l'étude de test. Donc, à la limite, si nous voulons vraiment améliorer le niveau des apprenants dans l'expression de la langue française et dans la maîtrise des outils en cette matière, il faut mieux que nous cherchions à les soumettre à la lecture, à encourager la lecture, parce que vous savez, il y a les joies de la lecture. Et plus on lit, plus on découvre ce qu'on ne connaît pas. Donc faisons en sorte que les enfants soient davantage encouragés à lire et qu'à travers la lecture, ils puissent découvrir les mots et les structures des phrases, mais aussi qu'ils puissent internaliser les règles qui régissent en fait l'apprentissage de la langue. Mais cette mesure, telle qu'elle a été rapportée, je crois que c'est une instruction qui vient certainement du ministère. Et si c'est le cas, la DEDAM n'a seulement qu'à se soumettre, autrement, ce serait de l'insubordination. Vous savez qu'en cas d'insubordination, les sanctions peuvent tomber. Ben, si cette mesure avait reçu le consensus, ça devait être une mesure à généraliser, puisque c'est juste en fait au niveau d'un département. Or, l'idéal serait que, après le diagnostic, qu'on adopte une thérapie qui soit une thérapie générale pour tout l'ensemble du territoire. Vous et moi sommes convaincus qu'il y a un problème. Et ce problème, ce n'est pas le problème de la dictée. Le niveau aujourd'hui baisse, entre guillemets, mais le discours est le même. Le disque risque d'être rayé si on n'y apporte pas des mesures collectives. Mais la mesure collective, ce n'est pas la dictée question qui peut régler ça. À mon sens, c'est la lecture. Aujourd'hui, on peut dire que les enfants ont un peu d'engouement à la lecture. Ils n'aiment pas lire. Ils sont plus tentés d'aller sur les trucs à la télévision ou sur les smartphones que d'aller vers la lecture. Et même les adultes aussi, qu'on le veuille ou non, il faut quand même le reconnaître. Parce que vous trouvez parfois en lisant quelques rapports venant de quelques grandes structures, quelques fautes, quelques coquilles qui donnent l'impression non pas d'une ignorance, mais d'une négligence. Ou parfois, c'est des fautes orthographiques et grammaticales grossières qui parfois donnent de l'indigestion. Bon, puis ça ne permet pas de mieux assimiler l'idée qui est émise. Parce qu'en lisant un rapport, c'est pour mieux le comprendre. Mais si ce rapport est émaillé de fautes, ce n'est pas digeste. C'est un peu comme si on vous servait un plat de haricots blancs avec de l'huile aromatisée, ce que vous appelez zomi, et du gari sorti de sabalou, et que vous y trouviez des grains de sable. Vous voyez que si, après la première gorgée, à la seconde gorgée, vous devez faire attention, vous n'aurez plus l'appétit. Donc il faut faire en sorte que nous puissions écrire excellemment dans la langue française, mais aussi en évitant les coquilles, les fautes, parce que les fautes, en fait, ternissent la qualité de la pollution. Et même dans vos rédactions, si on trouve des coquilles, ce n'est pas souvent. C'est un problème. Sur cette même question, comment vous analysez un peu on va dire, ce méli-mélo autour de cette question? Déjà, ça a étonné beaucoup de monde que ce soit juste une décision prise pour le littoral. Oui. Bon, moi, je commence à ne plus être surpris par les décisions et les non-décisions au niveau du gouvernement. Quand je parle de gouvernement, en fait... c'est démembrement. C'est démembrement, jusque-là. Et je commence à ne plus être surpris dans ce deuxième mandat, de ces décisions qu'on prend et puis qu'on revient là. Je ne pense pas que la dame aurait pris cette décision sans consulter qui que ce soit. Puis elle aurait donc mis cette décision-là comme ça sur le marché sans consulter qui que ce soit. Mais peut-être qu'il y a eu des réactions qui ont provoqué
l'autorité a demandé que la décision soit rapportée. Oui, justement, parce que sans vouloir vous couper, depuis que cette décision a été prise sur les radios et ainsi de suite, on a vu les directeurs d'école dire, en fait, la question de la mise en œuvre de cette décision, est-ce qu'il faut réveiller les enfants à 7 heures? Il y a eu beaucoup de discussions autour, des polémiques ici et là, peut-être que... Et donc, voilà, les polémiques ont dû peut-être avoir raison de ce que nous pouvons faire de bien dans notre pays. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une vérité. Il a parlé de niveau baisse. C'est le niveau dégringole. C'est une vérité. Le niveau dégringole. Le français est dans la rue, dans nos écoles. Le français est dans la rue. Et c'est pire depuis 5 ans. C'est pire. Moi, je reçois des étudiants. Vous voyez, vous recevez des étudiants qui ne peuvent même pas exprimer leurs pensées dans un langage que vous comprenez. C'est grave ce qui se passe en matière de langue. Et vous savez, il faut se dire la vérité. Moi, je suis un spécialiste de langue. La langue, plus que la biologie, plus que l'histoire, plus que toute autre chose, est une matière fondamentale pour même le développement d'une nation. Parce que il a dit dans les rapports, vous voyez quelques fautes. Ce n'est même pas cela. Vous voyez, quand vous avez des gens qui ne comprennent pas français, que vous envoyez, vous représentez dans de grandes réunions où des décisions vont se prendre. Il s'asseye devant le blanc qui a parlé bien français pendant 5 minutes. Donc, hébété qu'il est, il ne va que, disons, entériner ce que le blanc a dit. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit que les nationaux, puisque nous avons dit que le français est notre langue officielle, oui. Donc les nationaux béninois puissent maîtriser le français à un niveau où nous parlons le français pour impressionner. J'ai échangé, je suis en train de travailler en ce moment sur un article, juste un petit article sur l'enseignement de l'anglais au Bénin avec mon professeur. C'est un Américain. Donc, pour notre site web, il doit produire un petit article pour un peu faire le point de ce qu'il connaît de l'enseignement de l'anglais au Bénin, puisqu'il m'a gardé moi ici au Bénin. Alors, une chose qu'il m'a dite, c'est qu'il dit que les Béninois sont respectés pour leur niveau académique, pour leur sérieux au travail en matière d'apprentissage. Mais je crois que ça, c'est l'image qu'il a gardée il y a longtemps, ça. Mais s'il revenait ici aujourd'hui, sincèrement, il y a un problème avec le français. Il y a de vrais problèmes. Ce n'est pas que le niveau baisse, le niveau est dans une accélération de dégringolade qu'il faut vite faire d'arrêter. Et moi, j'en appelle à tous ceux qui peuvent prendre des décisions, qu'il faut complètement détacher l'éducation en langue des autres formes d'éducation, c'est-à-dire l'histoire, la géographie et autres, des choses comme ça que moi, aujourd'hui, je peux apprendre sans nécessairement passer mon temps à les bûcher dans les écoles. Donc, il faut qu'on prenne au sérieux l'éducation en matière de langue. Il y a une détresse en ce qui concerne le niveau de langue dans nos écoles. Ça ne concerne pas que, malheureusement, ça ne concerne pas que les élèves ou les étudiants, ça concerne aussi les enseignants. C'est très important. Julio Tometi? Oui, il faut dire, nous sommes tous unanimes que dans le fond, c'était parce que la préoccupation du niveau de langue était réelle et donc il fallait trouver des solutions. Mais la décision de la directrice départementale des enseignements maternels et primaires du littoral avait péché en n'empruntant pas la forme. Donc, dans le fond, c'est bon, mais dans la forme, ça a été complètement biaisé. Ça a été complètement biaisé sur 2 plans. Le premier, c'est que c'est une décision purement quelque peu ségrégationniste d'une certaine façon. Parce que vous l'avez dit tantôt, les problèmes en matière de langue ou que la dictée matinale vient régler ne sont pas propres qu'au niveau au littoral. C'est un peu partout sur le territoire national. L'autre chose, les directions départementales, je l'ai lu
l'AOF du ministère de l'Enseignement, les directions du département de l'enseignement maternel primaire, comme partout ailleurs, sont chargées de la mise en œuvre de la politique de l'enseignement au plan national. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas, au niveau d'un département, prendre une décision aussi, comment je peux dire, qui vient bousculer quelque peu les activités, et que ça reste seulement au niveau du département. Donc, ça a bien pas la fonction. Deuxième élément, la décision a manqué d'être collaborative. D'être collaborative en ce sens que il n'y a pas un préalable avec, en fait, les acteurs de l'enseignement même. C'est comme si on est resté dans un bureau parce que le problème est réel, on a dû prendre, en fait, une décision. De sorte que quand la décision était sortie, quand bien même c'était pertinent dans le fond, beaucoup vous diront que ça vient perturber, en fait, l'emploi du temps. Parce que ce n'est pas que d'administrer une dictée. Quand vous administrez une dictée, il faut que vous ayez le temps de corriger cette dictée-là, de faire les exercices de rémédiation d'une certaine façon. Donc, ce n'est pas qu'une manière d'administrer une dictée pendant peut-être 15 minutes, mais il y a en fait un travail pédagogique avant la dictée et après la dictée qui risque de perturber en fait les enseignants. Encore que nous avions évoqué quand la question était posée par rapport aux enfants, et si les jours qui ont été, puisqu'on a été jusqu'à fixer les heures et les jours, donc en ne tenant pas compte en fait d'une certaine des réalités propres en fait au monde enseignant. Donc, quand bien la décision a été une décision peut-être bonne dans le fond, parce que ça vient avec une préoccupation, ça a manqué d'emprunter la forme qu'il faut. Et c'est ça justement, en fait, je pense, ça n'a pas été dit, mais ça doit être forcément de la hiérarchie, la hiérarchie qui a dû demander que la décision soit rapportée, parce que les motifs de ce rapport n'ayant pas été évoqués, donc on suppose que c'est indubitablement la hiérarchie. Donc c'est une mesure qu'il faut peut-être prendre du recul et analyser bien les contours pour peut-être encore prendre d'autres formes. Ce que je vois derrière ça en termes de politique de management au niveau de la direction départementale, je me souviens que dans l'appel à candidature qui avait été fait pour la nomination, pour en fait créer le répertoire et pour nommer en fait ces personnes-là, il avait été demandé que chacun produise un rapport de comment il entend, d'accord, conduire la politique de l'enseignement au niveau de son département. Donc je me suis dit, peut-être que celle-là a peut-être dans son rapport tel qu'il pensait dire, voilà, je pense qu'il faut faire. Maintenant, quand elle était dans l'heure, elle n'a plus le repère nécessaire par rapport à l'AOF que je viens de citer tantôt, pour que s'il faut mettre ça en œuvre, il fallait faire des fiches, il fallait faire des rapports à sa hiérarchie pour que la décision soit entérinée en haut, pour qu'au niveau des départements, ça puisse véritablement prendre corps. On trouvera certainement les meilleures formules, mais on n'a pas. Donc, comme on le dit, quelles que soient vos bonnes intentions, quand vous n'empruntez pas les voies, je veux dire les voies de droit ou bien les voies normales en fait de mise en œuvre, vous finissez par peut-être faire les frais, parce que ce n'est pas du tout bon en fait pour une autorité de ce rang de prendre une décision pareille et quelque chose la décision retoquée, d'avoir à la retoquer. Bon, je reste avec vous. Au-delà de la forme, là on vient de parler en tout cas des meilleurs de l'administration. Dans acte, on verra bien la suite la suite de cette histoire. Mais dans le fond, et dans ce que ce cadre a proposé, est-ce que, pour vous personnellement, est-ce que ça pose un problème particulier? C'est-à-dire l'éditer à 7 heures, j'en ai fait, je pense que beaucoup de personnes l'ont fait à un moment donné. Moi, dans mon cursus, je l'ai fait, même si c'est contraignant. Est-ce que pour vous, dans le fond et dans la manière dont ça a été proposé à 7 heures, les jours avant le début des cours, en tout cas des autres cours prévus au programme, concrètement, comment vous percevez cette décision qui avait été prise concernant la dictée matinale? Monsieur François Xavier, moi, j'ai toujours dit quelque chose en cette matière, qu'il nous faut revenir peut-être à nos fondamentaux, ce que cela avait été. Francis Soleil-Atta disait tantôt, nous avions la dictée, nous avions également l'étude de test. Oui. On savait ce qu'était la dictée. On savait ce qu'est la dictée. En fait, il y a un lien de tout là. C'était contraignant. C'était quelque peu, comme vous le dites peut-être discriminatoire, d'accord, par moment. Mais ça avait ses vertus.
Aujourd'hui, on a tout changé, on a tout mélangé. On a mis peut-être des matières ou bien des dénominations qui peut-être ne collent plus à une tendance réelle d'une certaine façon. Et on est quelque peu, les apprenants sont quelque peu dépaysés. Et on est là, nous voyons le résultat dessus parce qu'en fait, tel que ça se passait, je pense que c'est nous maintenant cette tendance-là. Avec le développement que nous avons aujourd'hui, avec l'accès à l'information, on parlait de ces fautes que même on note dans les rapports, même dans des thèses, avec le développement de l'informatique où vous pouvez avoir même des correcteurs informatiques, si tout cela persiste, c'est qu'au fond ou bien à la base, il y a fondamentalement des valeurs que nous avons laissées ou bien que nous avons négligées d'entretenir pour nous allier à, comment dire, à ce que certains ont appelé cette forme, cette pédagogie de l'enseignement venue d'ailleurs quelque peu imposée. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus, mais il faudra voir entre ce que nous faisons aujourd'hui, les curricula aujourd'hui, et ce qui avait été dans le passé, à quoi faut-il véritablement avoir de repères pour corriger les tares que nous avons aujourd'hui. Par rapport à la dictée, fondamentalement, je pense en fait la question, si une décision a été rapportée, c'est-à-dire que la question sera remise à table, d'accord, pour trouver les bonnes formules, pour trouver le bon attelage, pour le faire véritablement administrer. On peut avoir, peut-être comme on le faisait, ce n'était pas tous les jours de la semaine, c'était quelque peu un jour ou 2 jours. On sait les matinées où ça chauffe par rapport à la dictée. On sait en études de thèse, là où l'enseignant est véritablement exigeant, là où l'enseignant devient méchant et tout. Et donc, je ne voudrais pas évoquer en fait un autre débat au niveau de l'enseignement primaire. Vous parlez de, quand vous finissez de faire la dictée, les éléments de rémédiation, moi je continue de croire, excusez-moi de le dire, c'est vrai, je suis un défenseur des droits de l'homme, mais je continue de croire que nos méthodes que nous avions avaient des vertus. Quand on finissait de faire la dictée, qu'est-ce qui se passait? Au-delà des nôtres. Au-delà des nôtres, qu'est-ce qui se passait? En étude de test, lorsque tu as en deçà d'un certain seuil, Le châtiment. Bon, les coups de au nombre de fautes. Je n'ai pas évoqué ça. C'est vous qui le dites. Le châtiment est prohibé. Donc, qu'est-ce qui se passe au-delà de ça? Donc, je pense qu'en fait, il y a un certain nombre de repères que nous devons prendre. Je ne dis pas, je ne veux pas employer, je ne veux même pas employer les mots de François Attardé, mais je me demande en fait, est-ce qu'il ne faut pas revenir un peu à ces fondamentaux que nous avons peut-être tendance à négliger parce que nous avons lâché parce que nous sommes dans l'évolutionnisme de certaine façon, mais en fait, il faut adapter chaque société à la civilisation, à ce que le sait à un moment donné pour atteindre ses objectifs. Je pense que là, j'ai l'impression que nous sommes en dévasage et il faut revoir quelque chose. Je considère que la question de l'unité est une question fondamentale, donc il faut trouver les bons attelages pour que ça revienne d'une manière ou d'une autre. D'aucuns disent, on le dit souvent, qui ne maîtrise pas la langue, quelle qu'elle soit, ne peut pas penser. C'est la langue est le vecteur de toute pensée, donc de toutes sortes de progrès. Est-ce que on ne sait pas quelque peu, disons, on n'est pas quelque peu pris au piège d'un certain relativisme dans l'enseignement de la langue, sous prétexte de modernité, de moderniser la pédagogie, ainsi de suite. Et nous le voyons, comme le docteur Paul-Marie Ressou le dit, sur le terrain, que voilà, on assiste à des scènes assez cocasses en termes de rendu, de perception, de compréhension. Est-ce que la dictée, entre autres éléments, n'est pas quelque peu une solution intéressante? En fait, quelle est la finalité de la dictée? Il y a des compétences en fait qu'on développe, mais aussi des aptitudes. Parce que les enfants qui font la dictée sont souvent appliqués. Et vous savez qu'aujourd'hui, les enfants écrivent presque au son. Je ne voulais pas dire, comme le docteur Paul-Marie Ressou, que le français est dans la rue. Si le français est dans la rue, c'est qu'il faut célébrer le français. Par contre, si les enfants parlent français de la rue, c'est là où il faut. Alors, le français dans la rue et le français de rue. On va avoir l'explication des tests. Non, mais sur les concepts, je crois également que c'est plus facile d'enseigner l'anglais que d'enseigner le français. Le français est nuancé à l'extrême. Écoutez, on dit la foi chrétienne, la foi, FOI. Mais on dit le foie, organe du corps, on met E à la fin. On dit une souris, la souris qui traîne chez vous là-bas, on met S. On dit une fourmi, on met I. On dit un génie, on met E. Bon, alors le français dit un amour franc, mais des amours franches. Mais écoutez, comment est-ce que les enfants peuvent comprendre? Le français est alambiqué. Bon, c'est aussi compliqué autant que la langue. Mais ce que je constate, c'est qu'à travers la dictée, on développe des compétences et des aptitudes. L'enfant arrive à découvrir les mots.
l'enfant arrive à comprendre le sens des mots, la sémantique. L'enfant arrive à détecter les structures de la phrase, ce qui est fondamental. Et ce qu'on reproche, c'est et peut-être en parlant de rapport, ça améliore la prise de notes. Oui, absolument. Oui. Si. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez qu'avec les SMS, les enfants, bon, ils sont contaminés. Hein, même les adultes. Hein. Vraiment, quand ils écrivent aujourd'hui, quand vous lisez, vous avez le sentiment que parfois c'est au son. Même si on a des griefs contre le français, pour l'heure, c'est notre langue de travail. Nous devons faire en sorte que nos enfants soient les meilleurs que possible. Nous fûmes quartier latin. Nous ne serons jamais quartier crétin. Il faut faire en sorte que, au moins, nous puissions mieux parler le français. Si nous devons attaquer les Français, il faut bien que ce soit dans les meilleurs styles. Mais ceci étant, écoutez, dans cette affaire d'apprentissage de la langue, il faut voir à peu près quelles sont les opportunités qu'on peut permettre aux enfants de saisir. Aujourd'hui, si ce n'est que le calendrier scolaire qui est peut-être bousculé, on peut se réjouir de ce qu'il y a quand même une stabilité dans nos écoles. Il n'y a plus la grève, en fait, qui était un facteur chronophage, qui bouffait le temps de l'apprentissage. Les enfants ont suffisamment de temps pour apprendre maintenant. Deuxième aspect, on dit que c'est à 7 heures. Peut-être que la DEDAMP a fait généraliser la mesure jusqu'au cours préparatoire. Peut-être que ça devait être au niveau du cours moyen, de CM1, CM2. Oui, c'était ça normalement, c'était un cours moyen. Donc, si ce n'est qu'au cours moyen, ce n'est pas bien grave. Ça prépare les enfants à d'autres aptitudes parce qu'après, quand ils vont passer le cap du CEP, ils seront admis au collège. Et au collège, mais ils n'auront plus un enseignant, un instituteur. Ils auront des professeurs. Et là, l'enfant doit apprendre à noter, puisqu'il y a la prise de notes, il y a aussi la bonne rédaction, mais il y a aussi sa capacité parce que la dictée vous oblige à avoir un rythme. Oui. Mais ce rythme-là, quand les enfants ne l'ont pas, quand ils viennent au collège, ils n'arrivent pas à prendre les notes comme cela se doit et ils n'arrivent pas à assimiler les cours. Si nous voulons vraiment aider nos enfants à ce qu'ils aient une bonne formation, parce que moi j'ai toujours dit que je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut les former au rabais. Il y a nos aînés qui ont été bien formés, même si, écoutez, ceux qui nous ont précédés avant les années 72, mais ils disent que c'était la meilleure école. Et nous qui avons connu à partir de 75 l'école nouvelle, ils disent que c'est la mauvaise école. Mais on se réjouit, nous au moins qui avions fait l'école nouvelle, de ce que notre niveau est meilleur que le niveau actuel des nouveaux programmes d'études. NPE, où les enfants écrivent au son. Bon, je ne sais pas comment est-ce que Paul-Marie Rousseau arrive à corriger les feuilles de composition de ses étudiants. Bon, heureusement que c'est en anglais. Si c'était en français, il aurait eu beaucoup d'ennuis. Mais il y a même une polémique souvent au travail de correction par rapport à ça. Il finit. Il faut que on dit, par exemple, en histoire géo, l'enseignant n'est pas admis à corriger les fautes ou à sanctionner les fautes parce qu'on dit que l'apprenant était déjà sanctionné en français et donc il ne faudrait pas encore le sanctionner doublement, ce serait double sanction. C'est-à-dire que vous corrigez une copie d'histoire géo, truffé de fautes, ça ne vous concerne pas, vous ne vous consacrez qu'au contenu notionnel et non à comment l'intéressé aurait écrit. Vous savez que vous parlez d'historien, je suis historien de formation. L'histoire n'est pas que science, l'histoire est aussi belles lettres. Il faut savoir écrire en bon français parce que c'est une narration que vous faites. Vous comprenez que même si on dit qu'il y a des critères qui doivent présider la correction pour que l'enfant ne soit pas censuré par 2 fois, il faut faire en sorte quand même qu'en histoire, c'est d'abord la lettre avant la science. Donc l'historien, d'abord, c'est quelqu'un qui a la capacité de restituer de mémoire des événements. Mais comment est-ce qu'il va le dire s'il n'a pas la maîtrise de la langue française ou de la langue anglaise? Donc, la langue est un facteur important, un levier important pour la restitution de la science. Dans ce cas, il faut mieux mettre la pression qu'il faut pour que nous puissions avoir des citoyens compétents et capables de pouvoir dire exactement dans des termes précis ce qu'ils veulent dire. Parce que parfois le choix des mots, quand ce choix n'est pas judicieux, vous dites parfois le contraire de ce que vous dites. Et comme parce qu'un enseignant, quand il enseigne, à la fin, il trouve une formule pour faire détendre l'atmosphère. Mais à l'occasion du décès de mon papa, il y a un de ses amis qui est quelque part là, il vient, il porte ses verres fumés, il regarde le corps là, et puis il dit, mais c'est merveilleux. Alors, vous voyez que devant un corps où les gens pleurnichent, et puis bon, on sent la douleur de la séparation,
il vient et trouve que c'est merveilleux. Mais en fait, en réalité, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Mais n'ayant pas eu le mot juste pour rendre l'idée qu'il veut exprimer, il a employé un autre mot qui peut le compromettre. Ça veut dire que c'est merveilleux. C'est de la philosophie peut-être. C'est un philosophe. Oui, je vous pose la même question. Est-ce qu'on n'est pas dans une... vous avez parlé des dégringolades. La pensée, c'est d'abord la langue. Quand on ne maîtrise pas la langue, on ne peut pas... du moins, on ne peut pas partager au moins sa pensée. On peut la formuler, la travailler, mais difficile de la partager, ou en tout cas de la mettre sur la table. Alors, comment on en sort? Déjà, la question que j'ai posée aux deux autres, est-ce que sur le fond, dictée matinale à 7 heures, pour vous, ça vous pose un problème particulier? Vous êtes père de famille également, parce qu'on a vu sur les réseaux, à la radio, des parents se plaignent d'écouter nos enfants à 7 heures, voilà. Des écoles aussi se plaignent de ça. Est-ce que ça ne choque pas quelque peu? Écoutez, moi, heureusement, je ne suis pas étalé ici quand même ma vie privée, mais heureusement mes enfants sont dans le privé et ils ont été toujours à l'école à 7 heures. Ils ont fait dicter à 7 heures, ça ne leur pose aucun problème. Bon, je ne dirais pas que mes enfants sont à fin désastre en français, mais bon, il faut les tester, vous allez constater la différence. Bon, ce que moi je voudrais dire, c'est que nous avons commencé à faire de notre système éducatif un système de formalité. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire là, on ne forme plus, on fait des formalités. Il faut faire tout pour que, bon, juste on passe et qu'on dise que, bon, les enfants sont passés, ça c'est bon, quoi. Et ça, c'est grave pour notre... C'est-à-dire, ce dont nous parlons aujourd'hui, la gravité de ce dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas... Les conséquences, en fait, ne sont pas perceptibles tout de suite, mais aussi, pour ceux qui ne font pas attention, ils ne peuvent pas voir les conséquences. Les conséquences sont, comme je le dis, nous sommes en compétition avec d'autres nations. Et quand vous allez vers ces nations, le premier outil avec lequel vous échangez, c'est la langue. Oui. Et si il parle la langue, et que il y a des inflexions de la langue que vous ne comprenez pas, pour ne pas faire pâle figure, vous finissez par accepter simplement ce qu'ils ont dit. Or, quand vous acceptez une décision, c'est toute la nation qui est affectée. Je ne sais pas si vous rendez compte. Il a parlé, moi je parlais, il a dit que peut-être qu'en anglais c'est mieux. Ben, écoutez, sincèrement, ne parlez même pas de l'anglais. Ne parlez même pas de l'anglais. Parce que moi je boue de l'intérieur. Pour des milliards qu'on dépense, pour zéro en anglais. Zéro plus zéro. 7 ans, les enfants ne peuvent pas parler anglais. C'est catastrophique. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure. Il est important qu'on sépare l'éducation en langue de toutes les autres formes d'éducation, histoire et autres, qui sont en fait juste des choses que lorsque vous avez la langue, vous pouvez aller découvrir par vous-même ou faire par vous-même, et qu'on donne les moyens à l'éducation en langue. On ne peut pas continuer d'apprendre. Je suis, moi, tout à fait d'accord qu'on ramène la dictée, c'est une bonne chose. Moi, j'étais piètre en dictée, mais je m'en suis sorti. Mais je pense qu'au-delà de la dictée, il y a des choses énormes à faire pour que nous puissions dire nous avons un système éducatif qui est de qualité en langue. Il n'y a pas les moyens pour enseigner la langue comme on doit l'enseigner aujourd'hui. On ne peut pas continuer d'enseigner la langue dans nos écoles sans que les enfants n'écoutent la langue. Il faut leur faire écouter la langue. Ce n'est pas seulement ce que le maître dit, ce n'est pas seulement ce que les parents disent, mais il faut leur faire écouter la langue. Et quand j'ai tout à l'heure parlé du français qui est dans la rue, écoutez, le français, c'est une langue de noblesse. C'est une langue de noblesse. Et quand vous la parlez avec une certaine qualité, vous êtes distingué. Et c'est d'ailleurs la même chose pour toutes les langues. Vous parlez l'anglais, enfin, il y a quelqu'un qui, la dernière fois, disait à mes étudiants, oui, mais écoutez, moi, je fais des conférences un peu partout, des colloques, je parle anglais, mais je n'ai pas appris l'anglais. Je suis désolé. Le regard qu'on porte sur vous, lorsque vous
parler l'anglais d'une certaine qualité dans toute assemblée, c'est différent du regard. D'ailleurs, écoutez, il suffit de regarder autour de nous aujourd'hui. À qui nous donnons de crédit tout de suite? Ce sont ceux qui parlent bien, qui manipulent bien la langue. Oui. Alors, donc, il est important, je ne dis pas que tout le monde doit manipuler la langue avec un certain art, mais il est important que la maîtrise que nous avons de la langue soit à la hauteur de nos ambitions de développement. Moi, je l'ai toujours dit, mais quand nous voulons parler de développement, hein, on n'a même pas encore commencé. Nous n'avons même pas encore fait, comment on appelle, pour commencer un match de football, il faut d'abord faire échauffement. On n'a même pas encore commencé l'échauffement pour dire nous nous mettons sur la route de développement. Parce que on parle de plus en plus maintenant de qualité de la main-d'œuvre, n'est-ce pas? Du capital humain, la qualité du capital humain. Mais le premier élément de la qualité du capital humain, c'est la langue. C'est la langue. Et on ne peut pas continuer d'enseigner la langue de façon rudimentaire dans nos écoles comme on le fait là. Et dire que nous sommes en train de faire... C'est pourquoi je parle de l'éducation qui est devenue comme une formalité. Donc, chacun s'accommode avec la formalité. Les dirigeants, tant que vous ne leur demandez pas plus, c'est bon, on s'accommode avec. Les enseignants, bon, on a dit d'enseigner, non, j'ai fait, non, c'est bon. Et au finish, le produit final que nous avons, le produit n'est pas bon. Le produit n'est pas du tout bon en termes de français dans nos écoles, dans nos universités. Aujourd'hui, il y a un vrai problème. Et si quelqu'un veut mettre en doute ce que je dis, il n'a qu'à juste mettre un petit moyen d'étude sur la table et nous allons faire les études et rendre compte. Et vous allez voir que franchement, nous sommes en train de perdre la main sur les autres. Parce que les autres, eux, ils essaient de faire mieux que nous. Sur l'autre métier? Oui. Vous partagez le même point de vue. On va pour finir le tour de table. La langue, c'est la pensée. Alors, comment on en sort au-delà de cette question de la dictée? Puisque tout le monde semble partager le même diagnostic. Je l'ai dit tantôt, pour moi, c'est de repartir encore au fondamental. Faire comme avant. Pas forcément faire comme avant, mais tirer en fait les vertus de ce qui a été pour mieux faire l'attelage avec le présent. Parce qu'on peut s'interroger. Comment les gens comme Francis Attali arrivent à bien maîtriser quand ils étaient à l'école le français, alors que l'école n'était que le seul cadre d'expression en langue française. Alors que, de ça, quand vous rentrez à la maison, ce n'est que votre patois de tous les jours. Alors qu'aujourd'hui, dans la maison, dans les rues, à l'école, on parle le français. C'est pourquoi je suis d'accord que le français est dans la rue. Mais quelle qualité de français se trouve dans la rue et quelle qualité de français se retrouve aussi dans les écoles, dans les classes? En fait, c'est ça le problème. Parce que ça fait pour moi une contradiction que l'on parle français à la maison, avec les amis, à l'école, mais que le niveau a davantage baissé que cela ne l'est pas le passé. Alors que par le passé, nous n'avons pas les mêmes moyens, nous n'avons pas les mêmes accès. L'accès à l'information que nous avons aujourd'hui, nous ne l'avions pas par le passé. Ça veut dire qu'il y a fondamentalement un problème. Nous avions fait en fait un virage, un mauvais virage. Nous ne l'avons peut-être certainement pas bien pensé. Donc il faudra encore repartir là-bas, voir ce que nous pouvons tirer de vertu, voir comment nous avons fait ce virage-là, s'il y a des éléments corrigés dedans, et que prenons des mesures qui, d'une certaine façon, rassurent tout le monde et qui soient véritablement opérationnelles et qui donnent des résultats. Je le disais tantôt, je vais encore le repréciser, parce que moi, vous le savez, je suis par ailleurs enseignant. En rédaction administrative, ça c'est rédaction. Vous voulez faire correction d'une rédaction administrative, on vous dit de ne pas corriger des fautes. C'est-à-dire quelqu'un rédige un rapport, on vous dit ce dont vous devez vous contenter là. C'est est-ce que les points du rapport ont été respectés, est-ce que la chronologie des faits ont été respectée. Si l'équilibre est à la place de là, ce n'est pas votre problème. Parce que l'apprenant est censé avoir été déjà sanctionné en français, et donc par rapport à ça, il nous faut être. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il y a un certain virage que nous l'avons mal fait. Ce que vous dites là, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Je défie quiconque pouvait dire le contraire, d'une certaine façon. C'est pourquoi je suis quelque peu d'accord avec, comment dire, cette éducation de formalité, d'une certaine façon.
C'est pourquoi vous avez, à un moment donné, on n'a pas applaudi parce que les résultats ont commencé par donner à partir de la base de ce pays, on a 90%, 92%. On est content que oui, voilà, maintenant ça va parce que l'ancien système avait en fait la manie de recaler. De recaler les gens et que ce n'est pas bon, ainsi de suite, que dans certains pays, lorsque par exemple on fait peut-être moins de 90%, le ministre doit démissionner et qu'on doit de fait ramener ça. Nous sommes en train de voir aujourd'hui les conséquences de ce mauvais virage que nous avons fait et que nous avons en fait aujourd'hui la responsabilité de tout faire pour corriger. Est-ce que nous payons, pour finir sur cette question, est-ce que nous payons aujourd'hui, on va dire quelque peu, une certaine politique du chiffre, comme il vient de le dire, de la performance? Non, Parce qu'avant, notre système était, c'est vrai, hein, dans beaucoup de matières, on disait, oui, bon, il y a pour le bac, le CEP, le bac béninois, nos différents diplômes, on disait, bon, c'était assez difficile, assez costaud, très peu. On n'arrivait pas à l'avoir ici, on va dans le pays d'à côté. Après, on est passé, disons, du tout au contraire. On a des chiffres importants. Je ne dis pas que, voilà, peut-être qu'il y a un juste milieu à trouver. Est-ce que, vous l'avez évoqué encore tout à l'heure, ces nouveaux programmes-là que tout le monde indexe, qui serait responsable de toutes les défaillances constatées aujourd'hui, comment on peut arriver à trouver le bon bout? Non, vous savez, pour toute politique éducative, c'est qu'il y a une finalité. Quel est le profil de citoyen qu'on veut avoir dans la société? Et c'est une vision, en fait, gouvernementale. Mais je voudrais mettre l'accent sur la politique du chiffre. Non, on n'a jamais fait la politique du chiffre. Ça, il faut l'avouer. C'est vrai qu'à un moment donné, parce que si on le dit, les enseignants seront tous comptables de cette politique. Ça veut dire que nous sommes arrangés, nous tous, pour appétir les enfants. C'est vrai que dans le système éducatif, à un moment donné, il y a eu un peu comme un terrorisme. Un terrorisme. Un terrorisme intellectuel, c'est-à-dire on a terrorisé tellement les enfants. C'est que quand vous voyez le système, on dit que vous allez dans telle faculté là, c'est 2 qui vont réussir en fin d'évaluation. Donc, ça fait que l'échec était plus théâtralisé, oui. Voilà, que le succès recherché. Bon, et ces deux enseignants s'enorgueillissaient, ils étaient très fiers à l'issue de la collection de 500 copies ou de 1000 ou 3000 copies, qu'il n'y a que 2. Bon, donc, ils ne sont pas appréciés en termes de production, de pourcentage. Or, à l'évaluation, aussi bien les enfants, apprenants sont évalués que l'enseignant lui-même, puisque c'est lui qui a dispensé un savoir. Donc, il s'évalue d'abord à travers les résultats obtenus. Donc, on a le sentiment que les enseignants eux-mêmes ne s'auto-évaluent pas. Ils croient qu'en attribuant les notes, que ce sont les apprenants qui en pâtissent. Qui en pâtissent. Et c'est le premier échec. Vous savez que dans ces conditions, il est normal qu'on trouve les formules pour améliorer la qualité de l'éducation. C'est vrai qu'au début, pour ceux qui se sont intéressés un peu à la philosophie des nouveaux programmes d'études dans l'enseignement, c'est-à-dire les NPE, on a trouvé qu'il y avait la conditionnalité de l'argent. C'est parce qu'on voyait l'argent, parce que certains pays ont refusé cette politique, cette nouvelle politique éducative. Et les quelques enseignants du Bénin qui ont osé critiquer, je crois qu'ils ont eu, des mutations punitives. Certains sont envoyés à Tchumi, à Kotopunga ou quelque part là-bas. Bon, Tchumi, c'est le Bénin aussi. Mais écoutez, non, mais écoutez, quand ils le disent en toute honnêteté, avec des preuves. Pendant ce temps, il s'est trouvé une cohorte d'inspecteurs qui se sont bâtis de très beaux logements quelque part. Je ne vais pas citer la ville. Bon, alors, dans ces conditions, où se retrouvent nos enfants? Donc, si nous voulons vraiment, et là je partage un peu les idées c'est ça le virage dangereux. Oui, non, mais là je dis, mais si nous voulons vraiment compétir, puisque l'éducation vise à avoir des profils de citoyens donnés pour compétir à l'international. Dans la compétition, qu'est-ce que nous apportons? Parce que j'ai évoqué, il y a encore quelques minutes, le cas du Dahomey qui était considéré comme quartier latin de l'Afrique, même si le second point de la phrase ne nous arrangeait pas. Mais quartier latin, cet intellectualisme était recherché partout. L'intellectualisme était teinté de... Non, les Dahomey étaient au Gabon, étaient partout, parce qu'on estimait qu'on pouvait les consulter. Et dans les institutions internationales, à part les Sénégalais, il y avait les Dahomey partout, parce que le Sénégal était la capitale de la France. Donc, dans ces conditions, aujourd'hui, si on en vient à retrouver des Béninois qui font piètre figure, on peut être dérangé. Mais c'est comment corriger le tir pour que nous puissions avancer.
redorer le blason de notre pays. Et pour coller le tir, c'est qu'il faut permettre aux enfants d'avoir les rudiments. Mais déjà, de la langue française. Et les rudiments, c'est à travers cet exercice que j'ai jugé d'un peu injuste, parce que ça paraît arbitraire. Parce que, évidemment, on ne voit pas tout de suite l'intérêt de la dictée. Mais j'ai préféré en lieu et place que nous ayons une pièce de rechange, c'est-à-dire l'étude de test. Les enfants, aujourd'hui au primaire, ils ont leur livre de lecture. Et ils ont leur livre de mathématiques, manuel de lecture, manuel de mathématiques. Et puis plein d'autres documents qui accompagnent ça. Parfois, quand vous voyez votre enfant quitter en fait, la maison avec son sac, vous allez croire que c'est un thésard. Alors qu'avant, vous et moi, vous savez que et c'est de plus en plus lourd. Oui, mais c'est trop lourd. Chaque année, ça devient de plus en plus lourd. J'ai su d'acheter au moins 2 ou 3 sacs avant la fin de l'année. Mais j'en souffre. Mais trouvons la formule pour qu'on puisse aller à l'évaluation des systèmes, de nouveaux programmes d'études. Oui. Mais ensemble, composons un diagnostic national pour adjoindre des mesures correctives, que ce soit une thérapie de choc. Oui. Mais ça, c'est pour ceux qui sont encore dans le pipeline, on va dire, ceux qu'on peut encore former. Alors, comme vous le partagez tous, alors ceux qui ont déjà fini sur ces cycles qui sont dans nos universités, comme vous dites, dans nos écoles de formation, comment on arrive à rattraper ces éclopés de la langue? Non, mais pas éclopé, là vous êtes trop sévère. Non, c'est pas sévère. Comment on arrive à corriger cela? Parce que là, du coup, il y a quand même un gros problème. Il faut inciter à la recherche. Il y a ce qu'on appelle les besoins de formation. Et on va en venir certainement. Il faut que chaque individu puisse identifier ce qui lui manque. Et à travers, évidemment, vos lacunes, vous verrez comment il faut les combler. Si en français vous avez des états, vous n'en serez pas aller chercher à améliorer vos compétences langagières et votre capacité rédactionnelle en vous offrant des formations, en vous payant des formations. Maintenant, l'État central peut faire quelque chose, mais sur la base de la proposition fondée sur un diagnostic posé par des enseignants-chercheurs, des anciens de l'université. Le rectorat sait à quoi? Le décanat sait à quoi? Il doit pouvoir dire que, vu les fiches qui nous ont été produites au niveau de telle faculté, pas telle faculté, nous aurions souhaité. Et là, on adresse en fait au cabinet du ministre de l'enseignement supérieur qu'il y a telle situation à corriger. À charge pour le ministre d'en faire une communication en conseil des ministres pour que ce soit une décision gouvernementale. Et là, on peut corriger le tir parce que le verre est dans le fruit. Je crois que moi, je n'ai pas accepté le système de le français dans la rue. Non. Je peux dire qu'il y a malaise, mais le français n'est pas encore dans la rue. On va faire l'étude. On va faire l'étude de test. Ça nous permet de faire le lien avec c'est la même chose là. Le second thème, la formation, parce que là, il propose pour rattraper en tout cas ceux qui sont dans la situation, au-delà de la volonté individuelle, parce qu'on parle de l'État, d'accord. Mais on considère que celui qui est à l'université, qui a un certain âge, est dans un processus de formation où il a des moyens de décision. Alors, quand on a fait le diagnostic, est-ce que à ce niveau-là, ce n'est pas la volonté individuelle aussi d'être meilleur qui prime? Parce que quand vous vous retrouvez à l'université, dans vos facultés, dans vos labos, en même temps, vous avez un certain âge, vous êtes dans un parcours de formation. Quand vous vous rendez compte que vous ne cochez pas certaines cases, avec tous les moyens d'apprentissage à disposition, est-ce qu'on ne doit pas inciter les gens à se prendre en charge également? Non, mais le problème, on n'a même pas encore chargé l'État. Parce que j'ai comme l'impression que vous dites que on va dire l'État, tout le monde. Non, l'État, d'accord. Oui. Non, l'État avant tout. L'État avant tout. Oui. Parce que l'État, tout part de là. Oui, qu'est-ce que l'État peut faire pour un étudiant, par exemple, de 3e année, de licence, de master? Notre système éducatif doit être complètement repensé. Complètement repensé. Repensé pourquoi? Repensé pour coller ça à ce que nous appelons objectif de développement. Notre vision. De développement. La vision de la nation. Quelle nation voulons-nous construire? C'est tout. Et ça décline. Ça décline tout. Mais si nous avons, comment on l'appelle, une certaine vision partagée par certains, et certains ne se retrouvent pas là-dedans, et nous tous, nous sommes, vous voyez à peu près ce dont je parle, on se retrouve dans le système éducatif avec quoi? Avec, vous voyez, certains pour qui, comme il l'a dit,
il ne faut pas corriger les fautes. Il ne faut pas corriger, mes étudiants écrivent. Moi, je fais, ma spécialité, c'est études africaines. C'est ça, hein. J'avais déjà dit la dernière fois, c'est études littéraires et spécifiquement études africaines. Oui. Et moi, je vous donne, comment on l'appelle, un problème. Je dis par exemple la décolonisation de l'Afrique. Ok. Et je dis, parlez-moi de la décolonisation de l'Afrique en une demi-page. Et vous me faites une demi-page avec 10 fautes et vous dites de ne pas regarder ça. Pourquoi j'enseigne d'ailleurs la langue? Pourquoi? La première, enfin, le domaine de mon étude, c'est la langue. C'est la langue. Si vous n'écrivez pas bien, pour moi, vous êtes sanctionné d'abord, avant même qu'on aille commencer à voir ce que vous avez. La pertinence de ce que vous dites. Mais vous voyez, vous verrez beaucoup d'enseignants pour qui ça ne veut rien dire, pour qui ça ne dit rien. Et si c'est comme ça, vous avez donc un système éducatif à plusieurs vitesses. Oui. À plusieurs vitesses. Parce que justement, le haut ne tire pas tout le monde vers quelque chose, pardon. Le haut ne tire pas tout le monde vers quelque chose. Le haut doit tirer tout le monde vers quelque chose et tout le monde doit, c'est-à-dire le repère de tout le monde doit être ce quelque chose-là que nous regardons tous et qui nous guide tous. Oui. Mais non, vous avez des gens qui s'accommodent avec la médiocrité, permettez-moi le terme, la médiocrité, mais justement, ce sont ceux-là qui font la loi dans le système éducatif. Ce sont eux qui ont la gouvernance du système éducatif. Ce sont eux les autorités du système éducatif. Qu'est-ce que vous voulez que ceux qui ne sont pas en position d'influencer le système, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? C'est ça le problème. Il faut que le haut définisse, il faut que l'autorité, l'État, définisse le point que nous devons tous regarder vers le haut. Et que cela nous guide tous dans l'action. Et dans l'action, comment dirais-je, vous aurez bien présenté sur le terrain des milliers de jours. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Moussa Latoudi faisait ça aussi avant. Je voudrais croire. Merci. Moussa ne pas encore amené trop loin dans le football. Oui, il le faisait quand même. Je ne parlerai pas d'accusation. Oui, d'accord. Nous le faisons aussi avec je dis simplement que après avoir obtenu les diplômes, beaucoup plus en fait, c'est le concept aujourd'hui. Je partage ça rapidement, c'est qu'il faut se former. C'est-à-dire quoi, quand vous êtes à l'école jusqu'au bac là, vous courez pour avoir les diplômes. Même licence, vous courez pour avoir les diplômes. Mais lorsque vous avez fini d'avoir les diplômes, c'est là qu'il faut véritablement vous former. Oui, ça vous l'avez arrêté par rapport à ce que Dr Paul Maliwessou vous dit. Si le système ne vous oblige pas, non, vous ne tirez pas aucun intérêt. Vous pouvez évoluer comme vous pouvez évoluer. Oui, c'est pourquoi je dis, en fait, c'est quoi? Laissons même le système éducatif. Donc, chacun doit se prendre en charge. C'est une question de prise en charge personnelle, d'une certaine façon. Vous savez, moi, j'ai fait la faculté de droit. Je parle du système éducatif. Vous sortez de la faculté de droit, vous ne savez pas rédiger un contrat. De toute façon, on ne vous l'a pas appris. On parle de la théorie du contrat. Donc, pour beaucoup, quand vous sortez, que vous appropriez véritablement la matière, parce que vous avez une envie de découvrir. C'est la même chose en français. Nous avons la paresse de lire. Quand je prends en fait le domaine français, nous avons la paresse de lire. Ça veut dire quoi? Quand on dit lecture même, c'est lecture orientée, lecture dans la recherche de quelque chose. Ce n'est pas comme on lit un roman en fait. Lorsque vous lisez, vous devez le lire en sachant que vous voulez aller à la découverte des mots, des syntaxes, de l'orthographe, ainsi de suite. Donc vous avez une lecture d'objectif et non une lecture de roman parce que tel sujet ou tel sujet vous passionne. Non, c'est d'inviter les uns et les autres par rapport à la question de français à beaucoup de lectures. Ce n'est pas parce qu'on a fini le bac, ce n'est pas parce qu'on a une licence, ce n'est pas parce qu'on a un master qu'on doit finir de lire. Parce que c'est une page généralisée. Hein. Et c'est lorsque généralement, en fait, nous voulons rédiger peut-être des mémoires, des thèses, que ça en soit seulement, d'accord, qu'on va s'accrocher en fait à la bibliothèque. Donc, alors que ça doit être un exercice régulier, qu'on doit faire presque tous les jours. Peut-être donnons-nous 30 minutes de lecture ou 1 heure de lecture par jour. On vous dira même, en parlant de lecture, le nom sur les réseaux sociaux, quand votre test est trop long, ne vous voulez plus.
Quand on défile, on voit que le texte est trop long, on ne lit plus. On veut juste, comme vous le dites en journalisme, les tests d'accroche, ou bien comment vous le chapeau. Voilà, le chapeau. Quand ça accroche, c'est quoi? C'est-à-dire l'individu lit le chapeau et il a l'impression qu'il a lu tout le contenu et il se fait une opinion. Rien que sur la base du titre, alors que dans le contenu, c'est peut-être toute autre chose qu'elle développe. Parce qu'il y a de ces formules journalistiques qui fait un peu de l'ironie dans le titre, ainsi de suite. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce que je veux dire en fait? Il faut laisser le temps. Nous savons ce quoi dans son. Chacun doit prendre sa responsabilité, mais individuellement, chacun doit se déterminer, doit s'auto-former, notamment par rapport à la question de langue. Voilà. Et l'autre Francis, attendez pour finir parce que le premier sujet a vidé. Oui, je devais objecter que en fait, le fait d'accuser l'État n'était pas juste. Il a que chacun doit faire un effort personnel à son niveau. Parce que vous savez évidemment que j'ai surpris en fait une lecture quelque part de mémoire qui doit être soutenue et c'était sur la dot. Mais le mot a été 3 fois différemment écrit et 3 fois faussement écrit. J'ai vu D-O-T-E, j'ai vu D-O-C-T-E, j'ai vu D-O-2-T-E, alors que la dot c'est que D-O-T. Alors donc le mot a été 3 fois différemment écrit et 3 fois faussement donc écrit. Et le professeur il avait tellement raturé que je me disais, mais est-ce que finalement cette affaire-là, en 2 ou 3 ans, l'étudiant a réussi à soutenir ce mouvement? La responsabilité de l'État, bien évidemment. Donc il y a l'effort personnel de chaque étudiant d'améliorer ses capacités afin d'avoir les outils qu'il faut pour aller à la conquête du marché de l'emploi. Non, mais écoutez, si le débat, on le fera, ils vont nous couper. Non, il ne faut pas souvent attendre la fin qu'il non, c'est pas ça. Non, mais écoutez, si chacun de nous, si vous êtes allé vous battre, il a dit, il faut savoir écrire les contrats, et surtout là, vous battez, et puis après, on recrute celui qui ne sait même pas écrire les contrats. De quoi il s'agit? Il s'agit que l'État impose des normes et des modèles que nous allons tous suivre. C'est tout. Merci, docteur Palma-Wessou. Donc, on va finir sur ça. On va finir sur ça. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'UAC, analyste politique et directeur du Research Art and Language Institute à l'Université Sainte-Félicité de Cotonou. J'espère que je l'ai bien prononcé. Julio Tometti, analyste politique, juriste et gérant du cabinet juriste et associé. Loge Francis Attali, analyste politique, expert en gouvernance, historien et beaucoup d'autres casquettes qu'on va vous faire découvrir au fur et à mesure de nos plateaux. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ces échanges sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre compte X ETélé Live, notre page Facebook ETélé en direct et bien évidemment continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin. Merci et à demain pour d'autres développements.